Donc l'idée de Loot, c'est de pouvoir gérer des budgets contributifs. C'est un outil qui s'utilise via un navigateur web sur un téléphone. Et l'ergonomie est pensée pour un téléphone, mais ça fonctionne aussi sur un ordinateur. Donc c'est une web app, comme on dit, qui permet à une structure de gérer ses budgets contributifs et à ses contributeurs de déclarer ses contributions. Donc on l'a développé dans le cadre d'un autofinancement de l'association Anis, où on est une asso, où on fonctionne essentiellement dans notre gouvernance et notre manière de faire avec des budgets contributifs. Donc, juste en un mot, parce que je pense que c'est pas forcément le sujet, et puis ça sera plus clair, on va tout de suite rentrer dans de la démo. Mais nous le principe, c'est qu'on chacun propose des projets. Quand un projet intéresse du monde, les gens se mettent dessus, on lui alloue un montant financier, et n'importe qui soit membre ou pas d'ailleurs du collectif, peut venir à un moment donné participer au projet et piocher dans le budget de manière libre, avec une rémunération consciente ou plein de toutes les formes, rémunération libre, auto-rémunération, enfin toutes les variantes sémantiques que vous voulez. Mais en gros, chacun prend ce qu'il veut dans le budget. Et on a travaillé comme ça pendant longtemps avec des tableaux Excel, du bricolage. Et on a senti le besoin à un moment d'avoir un outil qui nous permette d'avoir quelque chose de plus ergonomique et plus facile. Donc, c'est ce qui a conduit au développement de ce logiciel. Alors, je dis logiciel, enfin, c'est un truc en ligne, quoi. Alors, je partage mon écran pour vous montrer Loot. Hop. Alors, ça, c'est la doc, car il y a une doc. Hop. Voilà, donc là, je vais me déconnecter peut-être, bien que l'écran de connexion ne soit pas forcément l'élément le plus crucial du logiciel. C'est assez basique. Donc là, vous avez une version, la vue que vous avez, c'est une vue un petit peu resserrée parce que l'ergonomie a été essentiellement pensée pour être consultée sur téléphone portable. Donc la version desktop, en fait, c'est juste quelque chose qui est un peu plus large qu'un téléphone, mais un peu réduit au niveau de l'ergonomie. On crée les comptes utilisateurs. Alors, à vous dire, à ce stade de développement, nous, on y a dédié un budget. Il y a plein de fonctionnalités, en fait, qu'on a en file d'attente, qu'on a laissé de côté pour l'instant pour pouvoir avoir une version qui soit utilisable. Donc, il y a plein de petits détails ergonomiques qui ne sont pas encore implémentés, mais qui ne bloquent pas l'usage. Donc, typiquement, ici, par exemple, vous avez sur l'écran, si vous avez perdu vos identifiants, en fait, on n'a pas de système en fait, qui te renvoie un email, qui te permet de changer ton mot de passe et qui ensuite te permet de revenir. Il est obligé de passer par l'administrateur qui va te régénérer un mot de passe. C'est des petites bricoles. C'est juste qu'en fait, qu'on a été obligé d'optimiser à fond notre temps de développement pour se concentrer sur le cœur du logiciel. Et que ça, c'est des bricoles qu'on sait qu'on peut développer, mais qu'on n'a pas choisi de prioriser. Voilà. Donc, ça sera vrai sur d'autres petits détails comme ça. Donc là, je me connecte. Donc, j'ai un administrateur qui a créé un mot de passe. Quand on démarre avec Loot, on fait une installation sur un serveur. Donc, Loot n'est pas un service en ligne accessible à tout le monde, comme Gmail ou comme Google. C'est pas une plateforme, c'est pas en SaaS, comme on dit, c'est pas un service à distance. C'est vous créez sur un serveur votre propre installation de Loot. Donc là, si vous voyez chez moi, on est bien sur le Loot de l'ANIS. Alors, ça tourne sur un serveur web comme un logiciel en SaaS, mais en service à distance, mais c'est bien notre Loot à nous. On parlait avec Benoît tout à l'heure, si la compagnie des tiers-lieux voulait passer à la gestion contributive, ils pourraient utiliser on pourrait leur créer des budgets chez nous, mais ça ne nous permettrait plus d'individualiser nos projets, donc ça serait plus intéressant qu'eux-mêmes installent leur propre version de Loot sur leur propre serveur. Voilà, donc là, à la création, une fois que l'installation est faite, il faut un peu de niveau technique pour faire l'installation, mais c'est pas un niveau administrateur système de très haut vol, mais il faut quand même quelqu'un qui sache faire une installation. C'est comme installer un WordPress ou un serveur web. Il faut quand même quelqu'un qui sache manipuler un petit peu un serveur, installer une base de données. Pour ceux que ça intéresse au niveau technique, c'est du PHP développé avec le framework Symfony et les bases de données SQL. Voilà, donc là, je me connecte. Génial. Hop. Voilà, c'était normal. Donc, on voit que le logiciel est poli déjà, qui me dit bonjour. Je vais passer assez vite sur les fonctionnalités de base qu'on voit apparaître ici, qui me permettent de gérer mon compte
Je sais pas, je vais pas vous montrer comment on change son mot de passe, comment on change son identifiant, etc. Tout ça, c'est un peu évident. On peut se déconnecter. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel fonctionne avec deux notions principales, la notion de budget et la notion de contributeur. Donc, je pense que on va commencer par la notion de contributeur. Le logiciel est un peu agnostique sur la définition du contributeur. C'est votre communauté qui va déterminer qui a le droit d'avoir un compte dessus ou pas. Ça peut être, si vous êtes une asso, tous les membres de votre asso. Si vous êtes un tiers-lieu, ça peut être tous les membres de votre tiers-lieu. Ça peut être une sous-partie. Ça, c'est grosso modo, il n'y a pas de, il y a rien qui derrière dans le fonctionnement du logiciel vous empêchera à des droits. Il n'y a pas de droit particulier. Un contributeur, c'est un contributeur, et tous les contributeurs ont les mêmes droits. Le seul qui a des droits particuliers, c'est l'administrateur principal qui, lui, peut supprimer des comptes, faire un reset de la plateforme, la fermer, etc. Sinon, tous les contributeurs ont le même droit. C'est une politique qu'on a choisie en termes de développement. C'est que c'est pas c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et si besoin, on fermera des choses petit à petit si on s'aperçoit que c'est problématique, au lieu de partir d'une logique où tout est fermé et on ouvre progressivement des droits. Donc aujourd'hui, un contributeur a tous les droits, sauf les petites nuances de l'administrateur. On peut créer des nouveaux contributeurs, on peut en ajouter, etc. Oui, une fiche contributeur n'a rien de spécial, c'est son nom, son prénom, son email. Une fois qu'il a ça, il a avec son email et ça lui génère un mot de passe, il peut se loguer. Voilà sur la partie contributeur. Je rentre pas plus dans le détail. Le plus intéressant, c'est la partie budget. Donc, vous voyez, quand vous arrivez sur la partie budget, qu'est-ce qu'on définit comme un budget? Le plus simple pour moi, c'est d'en créer un nouveau. Comme ça, vous verrez ce que c'est qu'un budget, comment on le crée. Il y a un titre. Donc, on va l'appeler ici, si on avait créé. Ah, je pense que j'ai un vrai problème de casque. On t'entendait bien juste avant. Ok, c'est vrai. Je pense que dès que vous me verrez toucher mon casque, ça veut dire que grosso modo, il s'est mis en veille et que. Pierre, ce que tu peux faire ici, excuse-moi, c'est me passer en animateur. Comme ça, je peux gérer les admissions et Je t'embête moins, mais as you wish. Vas-y, vas-y. Hein. Et toi, tu peux faire, dans l'onglet participant, tu peux me mettre sur le plus, tu peux me mettre en co-animateur normalement. Ça marche. Co-animateur, pas animateur, hein, parce que sinon tu vas perdre le partage d'écran peut-être. Ouais. Où es-tu, co-animateur, suspendre? Parce que là, comme je suis en partage vidéo, j'ai pas l'impression, j'ai pas tout le menu là. Participant. Benoît. Nommé co-animateur. Oui. Bonjour Sophie. C'est bon pour toi, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est moi qui avais coupé mon micro. Oui, on t'entend. Okay, d'accord, parce que je voyais Benoît nous faire le mime Marceau. Alors, on y va. Donc, du coup, salut Sophie. On vient tout juste de démarrer la démo de Loot. Ok, super. Désolée, je n'ai pas pu être là avant. Non, il n'y a pas de problème. Donc, Loot, grosso modo, te permet de créer des budgets contributifs, c'est-à-dire des montants que tu vas allouer à un projet. Et ensuite, des contributeurs, donc des gens qui vont participer à ce projet, vont venir pouvoir piocher dans cette cagnotte commune pour pouvoir s'auto-rémunérer de manière libre. Donc, on a fait très vite le tour de la manière de la gestion des contributeurs, mais la notion de contributeur, elle a un sens dans la gouvernance de l'asso, mais le logiciel n'a pas d'impact là-dessus. Par contre, du point de vue du logiciel, c'est un contributeur, c'est un utilisateur. Voilà, pour faire simple. Et on peut en créer des mots de passe, changer les mots de passe. Et là, on rentrait dans la partie la plus intéressante, qui sont les budgets, et qui sont, eux, le nerf de la guerre de cet outil. Voilà pour le rattrapage rapide. Donc, on allait créer un nouveau budget pour voir comment on définit un budget. C'est là où on s'est un peu creusé la tête.
Vous allez voir, parce que du coup, on peut mettre un titre. Ça, c'est assez novateur déjà. Dessus. Donc, imaginons qu'avant pour monter l'événement, il y a eu un budget contributif. La compagnie a dit, les gars, on lance, ressourcez-vous. Donc, on va créer un budget contributif. On va allouer un montant parmi nos ressources de l'asso pour que tous les gens qui ont envie de participer à la création de l'événement puissent déclarer leur contribution et ceux qui le souhaitent se rétribuer dessus. Ok, donc juste au terme sémantique, pareil, pour moi, contribuer, c'est faire quelque chose pour une ressource et se rétribuer, c'est demander une rémunération en échange de cette contribution, de quelle que soit sa nature, quel que soit son montant. La description courte, elle est voilà. On met ce qu'on veut, c'est du texte. Alors, il y a la possibilité, donc ce n'est pas obligatoire, mais ça, je vous montrerai dans la doc. J'ai fait des petits exemples. Moi, je conseille quand même assez vivement de rattacher en fait une page qui soit n'importe où vous voulez sur l'Internet mondial, qui décrive en fait les règles du budget. C'est très rassurant quand on crée un budget, que les gens qui n'ont jamais participé à des budgets contributifs ou qui ont participé mais que le vôtre fonctionne d'une certaine manière, que vous puissiez en fait avoir un lien quelque part où les gens voient à quoi sert ce budget, dans quel cadre précis il est fait. Voilà. Parce que là, pour l'instant, dans l'out, on ne peut pas… mais ce n'est pas une fiche projet qu'on crée, hein, c'est vraiment juste un budget. Donc, si c'est un budget qui est lié à un projet, c'est quand même très intéressant de pouvoir renvoyer les gens vers plus d'infos. En l'occurrence, là, je ne vais pas en mettre. On va mettre juste on peut en mettre, mais on aurait pu mettre le site de la compagnie. Référence, c'est n'importe quel contributeur. Je dis, il n'y a pas de notion à ce stade aujourd'hui de niveau de droit d'utilisateur. Donc, il n'y a pas de référent, n'est pas un pouvoir spécial. C'est juste un des contributeurs qui est en fait destinataire quand il y a des notifications qu'on peut contacter si on a un souci avec le projet. Donc là, je me mets dessus. Les étiquettes, c'est ce qui va nous. On a fait un choix de ne pas faire de projet. On s'est dit, c'est pas un logiciel de gestion de projet, donc vous n'avez pas de logique de budget, sous-budget, sous-sous-budget, etc. Tout est géré par un système de tags, comme sur les posts de blog. C'est-à-dire que si vous voulez, ça nous a paru être la manière la plus souple de faire des regroupements a posteriori. Donc, si vous avez par exemple un projet 1, projet 2, projet 3, que dans le projet 2, vous avez le sous-projet 1.1, sous-projet 2.1, sous-projet 2.2, en fait, le plus simple pour nous, c'est de saisir une étiquette projet 1, parce qu'il fait partie du projet 1, et de saisir une étiquette projet 1.1. On ne sait jamais parce que ça se trouve, à un moment donné, vous allez vouloir faire des croisements après. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune fonction statistique. Elles ne sont pas implémentées. Mais si vous voulez pouvoir croiser les données qui viennent du projet 1.1 et du projet 2.2.3, ça le permet de le faire. Ce n'est pas des arborescences séparées. Je ne sais pas si je suis bien clair sur ce sujet-là. Ensuite, le montant du budget. Donc là, le choix aussi pareil est fait. Le montant du budget, c'est la somme que vous allez allouer. Alors, quand je dis somme, on pense tout de suite à monétaire, mais vous voyez tout de suite qu'en dessous, pareil, le logiciel est agnostique en termes d'unité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une monnaie interne, vous pouvez utiliser du Bitcoin, vous pouvez utiliser des bisous, des hugs, de la reconnaissance, une monnaie que vous auriez inventée, un système de points. C'est pas forcément de l'euro. Donc, et vous pouvez aussi démarrer avec un projet qui a un montant zéro. Ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, on lance des chantiers. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre de l'énergie dessus et le budget arrive 6 mois après. Et en fait, c'est seulement quand le budget commence à arriver qu'on commence à comptabiliser qui a fait quoi. C'est assez frustrant pour les gens qui ont fait les 6 premiers mois de travail. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, il y a zéro dans le budget. Si vous voulez contribuer, ça vous dit juste une chose. Ça vous dit juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on va avoir des sous ou pas derrière pour des sous ou de la monnaie ou des bisous ou suffisamment d'amour pour donner tous les câlins qui ont été demandés. Mais ça vous dit juste que, grosso modo, à ce stade-là, vous travaillez en gros à faire un déficit de budget, et ce qui pour nous est une chose très positive dans le monde, dans notre esprit un peu retors des fois des communs. Parce que créer du déficit, ça veut dire créer de la contribution et que derrière, on va chercher à la rétribuer. Mais il y a de l'activité, il y a du monde et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on ne travaille pas.
On est dans une logique différente. On travaille pour la ressource et après, si nécessaire et si les gens en ont besoin, on va chercher des systèmes de rétribution, de compensation de l'effort qui a été fait, de soutien aux contributeurs qui en auront plus besoin. Mais ce n'est pas la logique, ce n'est pas d'abord, c'est pas de distribuer des sous. La logique, c'est d'amener les gens à participer à un projet. Donc, on peut démarrer tout à fait un projet à zéro. On va creuser petit à petit et les gens verront que petit à petit, ce projet-là, il représente un certain montant en contribution, mais qui aujourd'hui n'a pas les moyens de rétribuer cette contribution. Pour faire, donc on va le mettre en règle, car je sais que Benoît aime faire des câlins. Hop, voilà. Donc, surtout en temps de crise sanitaire, hein, parce qu'ils sont un petit peu complotistes. Donc, oui, alors, du coup, donc ça sera en hug. Si je vous ai... Alors, du coup, la monnaie, vous faites ce que vous voulez. Et dernier paramètre, c'est souhaitez-vous suivre le temps passé. Il y a aussi la possibilité à un moment donné de choisir le temps. Donc là, c'est une notion aussi qui a l'air toute bête parce que c'est une case à cocher. Mais pour pouvoir, on peut choisir aussi à un moment donné de décorréler la notion de temps et de rétribution. Ça, c'est pareil, le logiciel, il est agnostique là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez à un moment très bien déterminer, à fixer une règle dans les règles du budget, dire que les gens vont noter leur contribution en disant j'y ai passé 5 heures. Et après, la rétribution, elle est basique, c'est-à-dire en gros, c'est 1 heure, c'est 30 euros. Donc, automatiquement, les gens feront la conversion en disant j'ai passé 5 heures, 30 euros, je déclare 150 euros. Mais vous pouvez imaginer que ça soit une fonction qui soit avec un plateau. Par exemple, les 5 premières heures sont très fortement rémunérées, etc. Tout ça, c'est des règles. Le logiciel ne les prend pas en compte, mais il vous permet de décorréler le temps passé et l'unité, la rétribution et son unité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez utile parce que c'est notamment ça qui nous a aussi poussé à développer notre solution parce que beaucoup de logiciels sont très ancrés sur le fait de dire vous pourriez vous dire, je vais utiliser un logiciel de time tracking, comme on dit, juste de suivi de temps. Très souvent, c'est dans des logiques où temps, argent, c'est-à-dire quel est votre taux horaire, donc vous avez fait tant d'heures, donc ça représente tant d'argent. Vous ne pouvez pas choisir de dire, cette heure-là, je me rétribue pas pour ces 5 heures-là, mais pour ces 5 heures-là, je me rétribue tel montant, et pour celui-là, pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir cette logique-là et de l'implémenter qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. On n'a pas développé cette chose-là juste pour le plaisir. On a essayé de trouver comment détourner d'autres logiciels avant de développer. Et notamment sur ces notions un peu, qui sont un peu clés pour nous, on n'a pas trouvé d'autres moyens que d'avoir notre propre solution. Donc là, je vais ajouter le budget. Et là, c'est chouette, ça a marché déjà. Donc, c'est déjà plutôt positif. Ouais, on va espérer que ça dure comme ça jusqu'au bout. Donc là, le budget a été créé. À partir de là, on revient sur l'écran de base budget, qui est votre écran, qui vous fait voir, qui vous donne à voir la liste de tous les budgets qui sont actifs dans votre communauté, puisque c'est une install par communauté. Encore une fois, je dis bien budget, pas projet, parce que ça peut, effectivement, vous pouvez avoir, un projet peut avoir 12 budgets différents. Donc, vous aurez 12 budgets ici. Ce qui permettra de les relier au même projet, c'est qu'ils auront le même tag. Okay. Là, la fonctionnalité qui permettrait de voir, par exemple, tous les projets qui ont le tag Catalyst n'est pas développée. Mais on a choisi cette logique de tag pour pouvoir aller vers cette logique-là, de filtrer par tag, de voir que les projets qui soient en compta et en ANIS, ou etc. Ce que vous pouvez voir, c'est que vos projets sont assez vite identifiés. Ceux auxquels vous participez, les budgets auxquels vous participez, ont déjà une petite barre. On peut juste filtrer en disant, voilà, ça c'est que les budgets auxquels j'ai déjà contribué ou que j'ai rejoint. Donc, je vais vous montrer, par exemple, avant qu'on commence à faire joujou avec le budget qu'on vient de créer, je vais vous montrer, en fait, pendant qu'on a développé, on était deux au développement de cet outil. En fait, on a nous-mêmes utilisé le logiciel pendant qu'on était en train de le développer. Donc, c'est pour ça que vous avez un budget qui s'appelle développement de Gloot qu'on a alimenté au fur et à mesure qui nous servait de test en même temps qu'on faisait le développement. Donc, on est deux contributeurs dessus. Vous voyez la petite barre ici, en fait, qui récapitule l'état du budget actuel. Donc, on y avait alloué 4 000 €. On a déclaré 3 940 € de contribution. Donc,
et on a fait 3 940 € de rétribution. Donc, ça, il faut que ça soit bien clair, c'est que quand je déclare une contribution, c'est une intention, et la rétribution, c'est le paiement de cette intention. C'est le moment où ça devient pour de vrai. Donc, je peux vous montrer le détail du projet. Beaucoup plus sur ce dessus. Voilà, on voit les contributeurs qui sont là. Donc, ça, c'est Laurent et moi. Si on va voir, vous voyez bien que ce budget est en euros et qu'on fait du suivi de temps. Et il aurait pu être aussi dans une autre devise. Donc, ce budget, maintenant, en fait, que j'y suis, je peux voir, par exemple, son historique. Donc là, vous allez voir, on entre dans l'interface de gestion, enfin, qui est dédiée à un budget. Donc ça, ce sont en fait toutes les contributions qui sont faites. Alors, comme c'est un projet sur lequel maintenant on est en stand-by, vous voyez en fait une contribution sur la partie de droite. Vous avez le montant déclaré. Quand elle est rayée, ça veut dire que cette contribution a été rétribuée. Donc, effectivement, la personne a dit j'ai demandé 270. Pour moi, ce que j'ai fait là représente 272 €. C'est du déclaratif. Tant que ce n'est pas rayé, ça veut dire que ça reste en suspens, c'est une déclaration. Et à partir du moment où il va demander la rétribution et qu'elle aura été effective, donc en fait, comme on est en euros, là, on aura Anis à payer cet argent à Laurent qui l'a fait. C'est rayé, c'est déclaré comme rétribué. Tant que ce n'est pas rayé, ça reste quand même toujours du déclaratif. Donc, c'est pour ça que vous voyez comme ce projet est un peu en stand-by, toutes les rétributions sont rayées. Toutes les contributions sont rayées car elles ont toutes été rétribuées. Vous le verrez dans l'interface, on peut dire à un moment donné, ça j'ai contribué, mais je ne veux rien déclarer. On dit c'est cadeau, c'est-à-dire je ne déclare ni temps ni argent. Ça, c'est juste un petit truc que j'ai fait, ça m'a fait plaisir, c'est cadeau. Voilà. Donc, vous pouvez, quand ça devient un peu compliqué, je peux voir uniquement les miennes pour pouvoir avoir une vue dessus. Où je peux aussi cacher les contributions rétribuées, donc en l'occurrence, pour voir uniquement ce qui est en cours, c'est-à-dire qu'en gros, ce que j'ai contribué, mais que je ne me suis pas encore rétribué. En l'occurrence, comme tout a été rétribué ici, on ne voit plus rien. Donc voilà, ça c'est un projet qui est un peu en stand-by en ce moment, donc il n'y a rien en cours. On va passer sur notre projet qu'on a créé tout à l'heure. Ressourcez-vous, ici. Donc, la première étape, en fait, vous voyez, comme si il n'y a pas la barre sur le côté, ça veut dire que ce projet, je n'en fais pas partie. Ce budget, je ne peux pas y contribuer parce que la première étape, c'est qu'il faut que je le rejoigne. Donc, je vais le rejoindre. Donc là, encore une fois, pareil, il n'y a pas de super utilisateur, il n'y a pas de restriction aujourd'hui. À ce stade, on est parti du principe, on développe tout en ouvert, et si on voit qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, on fermera au fur et à mesure. Donc, n'importe quel contributeur peut rentrer dans n'importe quel budget. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas moyen de paramétrer. Tous les gens dont le prénom commence par B sont interdits des budgets à plus de 2 000 €, etc. Il n'y a pas de paramétrage de ce type. Le logiciel est toujours poli. Donc, il me félicite déjà d'avoir rejoint un projet et me propose maintenant de déclarer une contribution. Bon, ça, c'est un petit raccourci pour pouvoir y aller directement. Je montre juste que maintenant, j'ai bien la barre dessus. Et maintenant, quand j'accède au menu contextuel, je peux venir déclarer, me rétribuer, afficher l'historique, afficher le détail, quitter le projet ou l'éditer. Donc, si je quitte le projet, voilà, je peux quitter, rentrer dans un projet, etc. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on va surtout voir maintenant, c'est la déclaration. Donc, ressourcez-vous. Je viens d'y contribuer bien déjà 37 minutes. Donc, il est largement temps que je signale à la compagnie de Tierlu que j'étais un contributeur assez actif. Donc, je clique sur déclarer. Est-ce que je veux une rétribution? Donc là, voilà, quand je fais ça, ça veut dire en gros, c'est là où il y aura le petit paquet cadeau. Je dis non, là-dessus, en gros, c'est ce qui se rapprocherait, on va dire, parce qu'on est très clair là-dessus. Pour nous, le contributeur, c'est bien une fonction qui est très à part entre ce n'est ni un salarié, ni un prestataire, ni un bénévole. Donc, il va demander une contribution, mais sa contribution, ce n'est pas une facture de prestation, ce n'est pas un prestataire. Il va proposer un montant qui peut être le montant qu'il veut. Donc, c'est bien une rémunération parce qu'il y a un montant qui est associé, que ce soit des euros ou des câlins. Et que si toutefois il décide que ça soit non, c'est le cas qui se rapprochera le plus de ce qu'on peut appeler du bénévolat, même si pour nous, ça reste quand même toujours une contribution, mais une contribution à titre bénévole.
c'est réalisé. Donc ça, si on avait été pareil, un peu plus performant, on aurait mis automatiquement la date du jour. Mais bon, voilà, il suffit de la saisir. Et comme dans la configuration du budget, on a dit qu'on voulait faire aussi le suivi en temps, alors dans ce cas-là, je peux saisir une durée. Donc je vais quand même prendre du budget à la compagnie tiers-lieu parce que ça me paraît quand même assez fair play et il le mérite. Et que pour moi, ça vaut quand même bien 10 balles ce que je viens de faire. Non, 10 câlins, pardon, parce qu'on a fixé le. Excuse-moi. Alors, je vais en demander qu'un parce que trop de proximité pourrait créer des jalousies. Et j'ai passé donc du coup 37 minutes. Donc voilà, c'est là où à un moment donné, je trouve que, enfin, c'est ça encore une fois qui nous a conduit à développer ça, c'est que cette logique de pouvoir décorréler tout ça dans sa tête, c'est pas forcément toujours évident de se dire, en fait, est-ce que je veux être rétribué ou pas? Déjà, c'est pas parce que je veux pas être rétribué que ma contribution n'existe pas, donc c'est hyper important de la déclarer quand même. Et ça, c'est dans l'animation d'une communauté, c'est hyper important. Il y a des gens qui vont participer à une communauté, qui ne viennent pas là pour l'argent, mais qui ont besoin aussi de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Donc, on peut dire, je ne veux pas être rétribué, mais j'ai passé 50 heures sur ce truc, donc ça va être écrit quelque part, et ça sera reconnu par la communauté en tant que telle. Ensuite, on peut complètement décorréler le fait de dire, j'y ai passé 100 heures, mais je demande 1 euro symbolique, parce qu'il y a un moment, j'estime que tout travail mérite salaire, mais en fait, je n'ai pas réellement besoin d'argent, etc. Ou on peut dire, j'y ai passé 1 heure, mais j'ai tellement souffert que ça va être, cette contribution-là va être, je vais demander une rétribution de 200 euros. Et vous n'êtes pas obligé de faire toujours le même ratio. C'est-à-dire que ce n'est pas 1 heure, à chaque fois, ce n'est pas 1 heure 100 euros. Vous pouvez des fois dire 1 heure, elle vous a paru très pénible, et vous allez demander une rétribution de 100 euros dessus. Et des fois, vous avez passé 1 heure, vous n'avez rien demandé. Ou des fois, vous avez demandé 10 euros parce que c'était 1 heure assez agréable, ou vous estimez que vous vous êtes enrichi parce que c'était 1 heure d'échange extrêmement intéressante. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin de rétribution. Mais malgré tout, dans la vie d'une communauté, ça reste une contribution. Okay. Hop. Et la description, ça c'est assez important aussi de pouvoir dire, parce que de pouvoir dans le suivi de l'animation d'une communauté. Donc j'ai animé. Est-ce que je peux poser une question, Pierre? Oui, bien sûr, Benoît. Merci. Le temps, lui, il est paramétrable, il est tout le temps en heures. Donc là, tu as déclaré 37 heures ou comment ça se passe? Oui, c'est toujours en heures. Tout à fait. Ça marche. Après, alors techniquement, si tu veux vraiment être très souple, on rentre une valeur numérique entière. Donc, si pour toi, le temps passé il est en millisecondes, ça peut être 37 millisecondes. Mais effectivement, oui, c'est l'heure, le principe. On a un petit commentaire en dessous pour les demi-heures. On a précisé utiliser 0,5. Ça, c'est pareil, c'est des raccourcis d'interface qu'on a fait. On aurait pu faire une vraie saisie avec une pendule, nombre d'heures, nombre de minutes, par exemple, pour que ce soit plus clair. Et effectivement, pour les demi-heures, on n'a pas de convertisseur qui fait que quand on met 17h30, en fait, on a fait 17,5 heures. Donc, on demande aux gens de faire une saisie numérique. Ça, c'est vraiment des raccourcis, je vous dis, qu'on a pris pour pouvoir aller au cœur du développement. Donc, animer un temps de présentation, c'est ce que j'ai fait. C'était convivial sur l'autre. Voilà. Et j'y ai passé donc, comme me faisait remarquer Benoît, pas 37 heures, mais si je convertis donc 37 minutes en logique décimale, ça va nous faire à peu près 0,6 heures. Et à partir de là, je vais pouvoir du coup ajouter ma contribution. Ça continue de marcher. Donc, à partir de là, vous pouvez voir que la contribution, elle est enregistrée, que la barre en haut, sous le titre ici, elle a évolué. Comme à la base, j'ai décidé qu'on n'avait pas de budget en Hug parce qu'on n'avait pas de Hug disponible, ma contribution, elle est enregistrée. Il n'y a pas eu de demande de rétribution. Donc, pour l'instant, on est en déficit virtuel de 1 Hug parce qu'en fait, on n'a pas de Hug disponible et qu'il y a un gars qui a bossé et qui a estimé qu'il voulait récupérer un hug en échange de son travail.
Donc, mais en même temps, il le savait quand il a fait sa contribution, quand il l'a saisi, il a vu que le budget était à 0. Donc, il a pris le risque de faire sa contribution, sachant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les HUG disponibles pour le rétribuer. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir déclarer l'intention de vouloir avoir ce montant-là. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour que ça soit un petit peu plus rigolo, c'est qu'on va aller ensuite. Donc, ça, on pourrait en déclarer des dizaines, on peut être des centaines à déclarer comme ça des rétributions. Le déficit va juste se creuser petit à petit. Du coup, ce qui, dans une logique de communauté, peut aussi donner une indication sur certains budgets. Par exemple, quand on voit que le déficit se creuse, effectivement, les contributeurs peuvent se lasser en disant « Oh là là, je suis en train de contribuer à quelque chose où le budget n'a jamais évolué. » Puisque, si je vais peut-être faire ça, je vais en déclarer une deuxième d'un montant de 5 HUG, réalisé toujours aujourd'hui. Voilà, pour 1 heure. C'est un test. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que ça soit, la version, elle est plutôt normale, plutôt, je ne le dis pas parce que c'est moi qui fais l'argot, hein, mais plutôt bien faite pour le mobile. Donc, l'idée là-dedans, c'est que ça soit hyper simple. En fait, si c'est une réunion de travail ou un temps, on sort son téléphone, on a préenregistré son mot de passe. Normalement, l'idée, c'était d'aller pouvoir déclarer une contribution avec le moins de clics possible pour que ça soit souple, que ce ne soit pas pénible à gérer. Donc là, j'ai déclaré ma deuxième contribution. Vous voyez qu'ils vont passer à 6 heures de déficit. Les contributeurs qui vont arriver derrière, peut-être que des projets avec des gros déficits, ça va soit les inquiéter, soit les enthousiasmer, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont dessus et qu'il faut se motiver pour aller chercher des ressources, etc. etc. Et rien n'empêche qu'à la fin, un budget reste 100% en déficit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on y va sur Ressourcez-vous. Hop. Je vais maintenant quand même modifier le projet, puisque Benoît vient de me glisser que nous avons reçu une livraison de 20 HUG. Donc, hop. Je viens de modifier le projet. Et je vais retourner du coup faire une nouvelle déclaration. Donc la barre d'état a changé. Vous voyez que maintenant, tout d'un coup, mes 6 contributions, le budget a changé. Donc on n'est plus en déficit dessus, il y a du HUG. À partir de là, il devient possible pour moi, du coup, de transformer ma contribution déclarative en rétribution réelle. Il faut que tu sois prêt, Benoît, parce que après, quand on ferme, il faut que je fasse ma rétribution. Donc, je peux aller dans l'onglet se rétribuer, qui est juste à côté. Vous allez retrouver l'onglet historique qu'on a vu tout à l'heure pour aller voir un projet qui était déjà fini. Donc là, vous voyez bien que par rapport à tout à l'heure, mes contributions, elles ne sont pas rayées. Donc, ça veut dire qu'en gros, elles sont juste contributives pour l'instant, mais pas rétribuées. On retrouve la date, etc. À ce stade-là, je peux toujours, tant qu'elle n'a pas été rétribuée, je peux toujours la supprimer. Ça peut être soit parce que c'est une erreur de saisie, soit parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de grouper plusieurs contributions, etc. Il n'y a pas de souci. On peut toujours la supprimer tant qu'elle n'a pas été rétribuée. Maintenant, on va passer à la rétribution. La rétribution, pareil, vous n'êtes pas obligé de vous rétribuer directement sur la totalité de toutes vos contributions. Il est possible de dire, hop, je coche tout, auquel cas, je vais demander à être rétribué pour toutes mes contribs. Donc, j'ai une contrib à 1 heure, à HUG et une contrib à 5 HUG. Donc, j'ai un total de rétribution de 6 HUG, mais ce n'est pas obligatoire de tout demander d'un coup. On peut dire aujourd'hui, je sais que j'ai accumulé de la contribution. À ce stade-là, moi, j'ai besoin d'affection. Et donc, mais un petit peu juste. Donc, en fait, je vais juste demander la rétribution de ma contribution à 1 HUG et pas celle à 5. Donc, hop, je le fais et je demande, donc j'ai décoché la rétribution à 5 HUG. Et là, je demande la rétribution. Donc là, on prévient, attention, là, ce n'est pas réversible. Parce qu'en fait, une fois que vous avez demandé à être rétribué pour ça, vous ne pourrez plus modifier votre contribution. Vous ne pouvez plus la supprimer et puis modifier son montant. Donc là, je suis à fond, je valide. Voilà. Alors, c'est là où la partie du logiciel est assez abrupte. Elle mériterait des compléments en développement. Mais en gros, ce que vous récupérez, c'est un numéro de déclaration de rétribution. Alors, ce qui est clair, en tout cas, c'est que dans l'idée du logiciel, en tout cas à ce stade ou dans un futur inférieur à 10 ans, on n'a pas imaginé se brancher sur des systèmes de paiement, etc. Parce que dans une logique contributive, nous, à la Nice, par exemple, quand vous demandez une rétribution, en fait, tous les gens ont des statuts différents. Et en fait, on passe par des paiements de facture.
Donc, il y a des auto-entrepreneurs qui vont faire des factures. Il y a des gens qui vont, à un moment donné, parce qu'on est en euros, il y en a qui ont des boîtes, il y en a qui sont dans des CAE, etc. Donc, à aucun moment, on pourrait imaginer que ça génère automatiquement une facture avec le bon taux de TVA qui correspond à votre statut, etc. L'idée, c'est pas de… Ou alors, on intègre DocOS dans l'outil. Mais je suis ouvert aussi à l'idée d'intégrer l'outil dans DocOS. C'est pas du tout inenvisageable avec un peu d'énergie pour un collectif, avec quelqu'un qui gère Docos en interne, etc. Mais ça demande d'avoir des scripts dédiés, etc. J'imagine que les données, tu peux les récupérer, j'imagine, sur l'outil. Oui, en fait, il y a toute une partie qu'on n'a pas développée aussi qui permettrait de communiquer avec les données du logiciel, ce qu'on appelle les API, qui permettrait de communiquer avec les données du logiciel sans passer par l'interface du logiciel. Auquel cas, on pourrait imaginer effectivement que les logiciels dialoguent entre eux sans passer par l'interface. Mais là, clairement, c'était bien au-delà de notre première livraison. Et surtout, notre besoin fonctionnel, nous, la seule chose qu'on demande, c'est que, en fait, à partir de là, la personne qui va vouloir toucher réellement, alors si je prends le cas de l'ANIS, pas le cas des hugs, mais là, c'est la personne à l'ANIS qui va réellement vouloir toucher ses 150 €, par exemple, en fait, il va émettre une facture et dans cette facture, il va mettre ce numéro. Donc, pour la personne qui gère à l'assaut, il peut retourner sur l'outil, voir le numéro et dire « Ah, d'accord, donc en fait, ce qu'il me demande là, c'est le paiement de cette contribution-là, cette contribution-là. » Je peux aller voir son profil et je peux m'apercevoir aussi qu'il a encore aussi, par exemple, 60 contributions qui n'ont pas été rétribuées, mais qu'il n'en a demandé que cette partie. Enfin, bon, voilà. Mais la seule chose à ce stade que le logiciel fait, c'est créer un numéro unique qui regroupe des contributions d'un contributeur pour lequel il acte le fait qu'il demande rétribution. Après, comment ça se passe derrière pour rendre effective, c'est chaque collectif qui va décider de le faire. C'est pour ça que je précisais bien aussi l'idée d'avoir des règles, un lien avec les règles où là, vous ne perdez pas l'utilisateur. L'utilisateur sait par exemple qu'avec ce numéro, il peut envoyer par email ce numéro à conta@moncollectif.com ou que ce numéro, voilà. Donc là, en l'occurrence, si c'est un hug, par exemple, je sais que je peux à un moment donné imprimer cette page ou faire une capture d'écran et aller voir Benoît dès qu'on aura trouvé un vaccin et réclamer moi la rétribution. Je l'aurai d'une manière ou d'une autre. Je saurai la récupérer. Mais en tout cas, au niveau, elle est actée et je sais que la compagnie me doit ce hug. Et là, on ne peut plus revenir en arrière. On verra notre processus de délibération, parce que tu as demandé un hug, mais la rétribution n'est pas assurée. Ça ne fait pas contrat, Pierre. Mais bon. Est-ce que toi, en tant que contributeur, tu peux voir ce que les autres ont demandé exactement et ce qu'ils ont touché comme rétribution ou pas? C'est quoi le niveau de transparence là-dessus? Ouais, c'est 100%, parce que si je reviens, du coup, typiquement, si je vous remonte le budget de développement de là où on était au début, hein, sur l'autre, là, vous voyez, on était 2 sur le projet, donc même si on était 10, là, les contributions enregistrées sont celles de tous les contributeurs. Voilà. Là, si je coche ça, je ne vois que les miennes, ce qui me permet de faire mon propre tableau de bord. Mais si je fais ça, je vais voir les contributions de tous les gens qui ont contribué au projet. Et je sais si elles sont rayées ou pas rayées, si la personne a demandé à être rétribuée, enfin, si la rétribution est effective ou pas. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui ne serait pas du tout monstrueux, enfin, c'est juste un peu de temps de développement, mais pas techniquement, c'est d'avoir, ce qu'on aimerait, c'est avoir une partie de tableau de bord où on pourrait dire qu'aujourd'hui, sur ce budget, il y a 80% du budget qui est affecté à 10% des contributeurs. Enfin, voilà, là, après, on pourrait vraiment s'amuser sur un nombre infini de statistiques pour les collectifs qui permettent de dire on a 12 budgets aujourd'hui, on a 6 budgets sur lesquels aucune contribution n'a été faite dans les 4 dernières semaines. Sur le budget le plus actif, en fait, il y a 30 contributeurs, mais parmi ces 30 contributeurs, en fait, 12 n'ont rien fait depuis les 6 derniers mois. Sur ceux qui ont fait des choses, il y en a 5 en fait, qui représentent 80% du budget. Enfin, ouais. Ça, c'est des choses qui seraient imaginables de faire et qui seraient, encore une fois, à la libre
détermination du collectif en fait, de choisir ces indicateurs de suivi. L'idée, c'est transparence dessus. Donc, on ne peut pas avoir un compte caché ou ne pas afficher combien on a. Ça, pour nous, c'est un peu socle. Je ne pense pas qu'un jour, on revienne sur cette question-là, dans le sens où l'idée du budget contributif, il est essentiellement basé là-dessus. Et on pense que si ça génère des conflits, les conflits ne se résolvent pas de manière logicielle. Les conflits se résolvent de manière humaine. Donc, si quelqu'un, à un moment donné, regarde et dit « mais attendez, 80% sur les 4 000 euros, c'est Laurent a pris les 75% et j'ai l'impression qu'il ne faut rien », on ne va pas mettre une case à cocher qui permettrait de cacher ses contributions pour pas que les traders. Ça se résout de manière humaine via la gouvernance du collectif. Voilà, c'est un outil de log. Voilà, je pense que je vous ai montré le gros des fonctionnalités. Il y a peut-être 2-3 bricoles que vous n'auriez pas vues, mais on y est. Je crois que c'est clair. Donc, juste pour finir le premier tour, il y a une documentation, je vais mettre ce lien-là. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à la vie du projet, mais c'est vraiment la vie. Bon, je mettrai les liens après. Je vais revenir là. Donc ça, c'est notre outil de gestion qui s'appelle Trello, qui nous permet de dire en fait ce sur vous allez retrouver en fait où retrouver le code source du logiciel parce qu'il est en open source, où retrouver notre charte si vous voulez collaborer au développement du projet, où est la documentation utilisateur. Après, ça, c'est la colonne features, c'est ce qu'on aimerait développer mais qu'on n'a pas encore fait. Enfin, et ça, vous pouvez voir après ce qui est après, c'est le rythme auquel on a travaillé. On a tout développé en 1 mois et demi avec des lots fonctionnels par semaine. Donc, voilà, vous pouvez retrouver l'historique, mais ça, c'est vraiment une cuisine interne. Mais vous pouvez aller voir sur certaines cartes les questions qu'on s'est posées sur certaines fonctionnalités. Pas forcément ça le plus intéressant si vous ne comptez pas vous investir vraiment dans le développement du projet. Après, il y a une documentation qui est pareil, sûrement un peu à améliorer, mais qui va vous redire en mode texte un peu à propos de l'outil, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc. C'est grosso modo ce que j'ai essayé de vous expliquer un petit peu là rapidement. Il y a 2-3 infos sur vraiment comment démarrer avec l'outil, c'est-à-dire créer son premier compte. Enfin, vous l'avez vu en termes d'usage, on est normalement sur des choses assez accessibles. Ce qui peut être intéressant, c'est les cas d'usage dans la doc que j'essaie d'alimenter un peu. Donc, typiquement, pour un espace de coworking, j'essaie de montrer en fait, qu'il y avait plein de manières en fait, de créer des budgets collaboratifs. Donc, dans un coworking, pour dire un projet, il peut y avoir un budget, il peut y avoir 12 budgets. Donc là, j'ai pris l'exemple en disant que dans l'espace de coworking, on va créer 2 budgets uniquement pour la gestion de l'accueil. Le reste, en fait, n'est pas géré en budget contributif. Mais par contre, l'accueil, ce qui a été le cas, moi j'étais dans un espace de coworking où l'accueil, c'était réellement quelque chose sur lequel on mobilisait beaucoup de gens. Et même si c'est une fonction accueil, on peut créer plusieurs budgets. Donc, imaginez créer un budget accueil pour rétribuer le temps qu'on passe à faire de l'accueil. Et on peut aussi imaginer un budget accueil pour rémunérer le temps qu'on passe à former des gens qui soient aptes à faire l'accueil, et qui seraient 2 budgets différents. Donc, j'ai mis des exemples, par exemple, de configuration, comment configurer ces 2 budgets-là. Un qui serait avec, pas forcément rémunéré en argent, mais qui serait rémunéré en points. Et puis, il y a une question, Pierre. Oui. Je sais, parce qu'on commence à se poser la question d'être rétribué en pouvoir. Donc, il faudrait voir quelle unité c'est. Mais est-ce que, par exemple, si là, pour ressourcez-vous, tu te dis, OK, j'ai 5 000 euros disponibles. Et pour élargir mon budget, le collectif décide de mettre 30 pouvoirs. Et après, sans rentrer dans le détail, mais on décide que, allez, on met 30 pouvoirs sur la table en plus. Et les gens, ils peuvent se rémunérer en pouvoir et pouvoir mieux orienter les décisions plus tard. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 unités de valeur ou est-ce que tu es obligé d'avoir un standard? Enfin, tu vois, parce que si tu n'as que 5 000 euros disponibles et 30 pouvoirs, tu as décidé ça, tu es quand même sur une valeur finie. Est-ce que tu peux faire ça ou c'est compliqué aujourd'hui? Tu es obligé d'avoir 2 budgets. Ok. Un budget, c'est une unité. Ok, ça marche.
Très bien. C'est un choix parce que Ouais, pourquoi pas, ok. en fait, on ne saurait pas calculer la balance et ça nous paraissait un élément hyper important que de pouvoir avoir un suivi de ton budget. Alors, cette histoire de travailler en déficit, qui peut être une chose positive, etc. Si en fait on n'a pas une unité, on ne sait pas faire des balances. Et du coup, on perdait quand même un élément qui nous paraissait un peu essentiel sur le projet. Donc là, Ok. l'idée, c'est vraiment de dire aux gens, aujourd'hui, quand vous contribuez à la compagnie, vous avez deux modes rétributifs, le pouvoir ou l'euro. Et vous pouvez déclarer dans les deux en fonction de si sur certaines contribs, etc. Il faudra juste mettre le même tag aux deux budgets. Comme ça, après, à terme, tu pourras faire des recoupements. Ouais, ok, ça marche. Je comprends bien. L'idée, c'est ça. Donc là, pareil, et j'ai mis un exemple de règles très courtes. Quand je disais pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des règles qui soient associées à chaque budget. J'ai mis des exemples de règles, à quoi correspond la fonction accueil et comment on se rémunère. Voilà. Voilà. Et là, avec l'idée, par exemple, de dire que, typiquement, comme tu disais, Benoît, dans un espace de coworking, on peut, si on ne veut pas rentrer dans une logique financière, faire une logique de points. Quand les gens vont demander une rétribution, ils vont récupérer une rétribution de 500 points. Et on peut régulièrement se réunir collectivement dans l'espace de coworking pour dire que ce mois-ci, on a de la trésor. Donc, le point, en fait, est convertible en euros ce mois-ci à hauteur de 1 point 1 euro. Le mois d'après, on n'a plus de trésor. Mais par contre, en fait, du coup, on va dire que c'est des demi-journées de coworking. Le mois d'après, enfin voilà, donc, y compris la logique de décorréler les choses. Donc voilà, j'ai fait un exemple pour un événement aussi où on peut faire un budget. Merci Pierre, moi je vais y aller parce que on a prévu une clôture à 17h, mais vous pouvez poser vos questions, Patricia et Cathy, et nous rejoindre après. On sera Ouais. on sera de l'autre côté, dans un autre canal. Bon, de Bon, toute merci façon, Pierre, n'hésite on pas clôt à venir boire rapidement. une bière avec nous après. Yes. Ouais, voilà. Après, j'ai quasiment fini, hein. J'essaie de tenir à peu près le timing. En fait, j'ai mis un autre exemple avec des événements pour montrer que sur un événement, on peut avoir X budget et que ces budgets ne sont pas forcément tous dans les mêmes unités et qui ne répondent pas forcément aux mêmes règles. Et un des exemples que je n'ai pas malheureusement encore vraiment eu le temps de bien développer, mais c'est pour montrer aussi l'exemple de décorréler le temps et l'argent. Typiquement, avec l'autre, on pourrait gérer juste une banque de temps. Mais aujourd'hui, si vous connaissez un système comme les SEL, par exemple, il nous manquait, nous, cette notion de décorréler, en fait, ce qui est donné et ce qui est pris. Donc, par exemple, dans un CEL aujourd'hui, si vous donnez 1 heure de cours d'anglais, en échange, quelqu'un doit vous proposer 1 heure de quelque chose. Moi, je peux vous dire, par exemple, moi, je suis retraité, je peux donner 5 heures de mon temps et demander en échange juste une demi-heure de quelque chose et pas d'argent. Mais certains peuvent utiliser. Enfin voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir toujours avoir cette notion de décorréler à travers les unités et à travers ce qui est donné, ce qui est reçu et des échelles variables, de pouvoir configurer en fait cette notion de contribution-rétribution en étant le plus souple possible et en ayant quand même quelque chose de construit qui permette de donner de la visibilité sur ce suivi contributif et financier des projets et budgets de collectif. 17h pile, j'arrête, c'est fini. Je vous écoute si vous avez des… Franchement, moi, je trouve que c'est super dans la visibilité. Nous, dans nos tiers-lieux, depuis le début, on documente beaucoup la notion de temps parce qu'on a pas mal de bénévoles. C'est très irrégulier et cette notion de reconnaissance, elle est très forte, surtout quand les tiers-lieux ils sont basés sur l'humain qui est vraiment au cœur. On a aussi mis un système de troc sur les personnes qui veulent des bureaux, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont des compétences. Et alors, on gère ça d'une manière très bricolage. Et je trouve que le dispositif que tu mets là, il donne vraiment une visibilité et ça permet aussi de bien valoriser les gens. Je trouve que c'est une super idée. Et après, nous, pour l'instant, on n'a vraiment pas cette notion d'argent, mais elle me semble légitime sur plein de choses. Ah ouais. Encore une fois, hein, on peut faire tourner entièrement un collectif juste avec une unité et à voir en fonction de s'il y a de l'argent ou pas de l'argent. Après, comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu fais une logique de points, tu peux à un moment donné avoir une cohérence, on va dire, dans le suivi, mais faire varier en fait la convertibilité de ton point. C'est juste dans les valeurs, on les partage, c'est-à-dire Mm. vraiment sur les valeurs de fond de ton projet.
mais que c'est hyper difficile de mettre ça en forme et vous y êtes arrivé. Donc après, effectivement, c'est un bon outil quand tu as déjà un peu la base et que tu le fais d'une autre façon et qu'après tu peux le légitimer dans l'out, ben, finalement, quand tu as déjà cette fibre-là de reconnaissance et de noter un petit peu les contributions, c'est chouette. Ouais, nous, clairement, en fait, on est arrivé à là, Loot, enfin, c'est pour se faciliter la vie, mais longtemps, on a fonctionné en tableau Excel, hein. Sauf que le problème, c'est qu'après, nous, on avait au bout d'un moment X budget avec X contributeurs dessus, avec X règles de fonctionnement différentes et des unités différentes, et il y avait 150 onglets. Et en fait, quand tu disais à quelqu'un, vas-y, note ta contribution, le temps de retrouver le Google Sheet qui correspondait au projet sur lequel tu étais, de savoir quelles étaient les règles dessus, en fait, les gens ne déclaraient pas parce qu'en gros, il te fallait 15-20 minutes pour retrouver le bon lien, quoi. Donc, mais en fait, avant de se lancer dans une install, parce que ça reste un outil informatique, il faut créer des comptes, il faut faire de la maintenance, etc. Franchement, ça peut même être un paperboard ou un tableau noir dans une pièce. En fait, une fois que l'outil sera intéressant à partir du moment où ça va devenir pénible à gérer autrement. Mais tu peux faire des tests de logique budget contributif, rétributif, juste avec un tableau, un paperboard ou un tableau Excel et voir si ça prend. Ouais. Nous, on a fait vraiment ce système-là pour… on s'est interrogé à un moment donné parce que dans certains dossiers sur lesquels on répondait comme des AMI, ils valorisent le bénévolat. Et donc, en valorisant le bénévolat, on s'est vraiment rendu compte du temps que chacun donnait. Après, bon, ben, ils arrivaient à récupérer un petit peu parce que ça se déclare aussi au niveau des impôts, tout ça, mais on s'est dit, il y a vraiment des gens qui donnent un temps de dingue, quoi. Et alors après, effectivement, on pouvait, quand ils avaient besoin de faire une réunion ou d'utiliser le lieu pour un événement, ben, on faisait un troc, une gratuité par rapport à ça. Ouais. Non, bah voilà. Écoute, après, de toute façon, le logiciel, il a encore pas mal de choses à développer. Nous, on a profité d'une opportunité. On avait un peu cette trésorerie-là et de la rencontre avec un autre développeur en fait, qui était dispo qui était dans la même logique pour se lancer. On a fait un gros rush une fois. On a réussi à sortir cette première version. Elle est clairement perfectible et voilà. Mais s'il y a des communautés utilisateurs qui veulent se lancer, je pense que on est ouvert pour les accompagner, pour le faire. La compagnie, je pense, va peut-être essayer. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est pareil, la compagnie, hein, eux, ils sont déjà habitués à travailler avec des budgets contributifs qui gèrent avec des tableaux Excel. Et comme ils ont cette logique, ils craquent un peu et ils ont envie d'un outil qui les aide, quoi. Bon, ben écoute, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant. Ouais. Bah, super, merci à vous. Sympa comme truc. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Ouais, bah, je vais essayer d'aller sur l'autre canal, le Ciao. canal bière. Ouais, c'est ça, ouais.